Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction, non pas la réaction live, la critique analyse du chapitre 1130. Et je tiens à vous remercier, oui vous, je vous remercie parce que vendredi vous m'avez dit le Doc, il faut absolument que tu nous fasses une réaction live de ce chapitre parce qu'il est extraordinaire. Sauf que normalement je ne fais pas de critique analyse le vendredi quand je pars en convention parce que oui ce week-end j'étais à la Made in Asia. Et je fais un gros coucou à tous les Nakamas belges que j'ai vus à la Made in Asia. C'était trop sympa de vous voir. Et donc, je ne devais pas faire de réaction live. Mais vu que vous m'avez laissé beaucoup de messages, eh bien, je me suis dit, on va prendre l'ordinateur, on va prendre la tablette et on va faire la réaction live. Et d'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas vu la réaction live, allez la voir. Oui, c'est très important parce que vous allez voir ce que c'est une réaction live brute. Je suis directement dans une chambre d'hôtel, je fais la réaction live. Alors il était pas tard, hein. Il était aux alentours de 5h30. C'est vrai que je pète les plombs dans la vidéo. C'est mal insonorisé l'hôtel. Donc une fois que j'ai terminé la vidéo, il y a des gens qui sont venus me voir frapper à la porte en me disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. Alors j'ai expliqué que j'étais youtubeur, que je faisais des vidéos, tout ça. Ça les a pas dérangés parce qu'ils n'étaient pas en train de dormir. Mais ils m'ont dit ce soir, évite de calme-toi. Donc oui, le soir on n'a rien fait, ça a été tranquille. Mais bref, comme ça vous permet de voir ce que c'est une véritable réaction live, parce que les réactions live que je fais d'habitude, je fais un premier rush et après j'enlève tous les passages où je fais des où je réfléchis à des trucs comme ça et ça fait des temps un petit peu de pause qui sont pas terribles et je mets aussi toujours une petite musique qui va bien. Bref, il y a un montage autour que là je n'ai pas pu faire. Donc encore une fois, allez voir ça et je vous remercie encore une fois et vous avez été super nombreux d'ailleurs à apprécier cette réaction live. Et maintenant qu'on va partir en convention, on va prendre l'ordinateur et on va faire des réactions live. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous remarquez aussi que je suis super crevé et que j'ai plus de voix, c'est normal parce que j'ai fait une convention et on est revenu très tard et je me suis couché très tard parce que j'ai bossé ce chapitre et restez bien parce qu'il y a plein de choses à dire et sûrement une théorie que je pense être l'un des seuls à avoir trouvé, c'est par rapport aux fruits du démon. Et ce qui est vraiment excellent surtout, c'est que ce chapitre est le chapitre 1130 qui est, comme je vous l'ai dit à une époque, attention, c'est là, oh, regardez, c'est un tome. Je vous dis souvent que la lecture de One Piece ne se fait pas chapitre par chapitre, mais tome par tome. Et après le chapitre 1126, qui était la fin de Egghead, on est arrivé au chapitre 1127, et je vous avais dit, les Nakamas, d'après ce que j'ai calculé, le chapitre 1130 devrait être le chapitre de fin de tome. Et de ce fait, tous les chapitres qui vont être avant vont être des chapitres qui vont être assez moyens pour créer une sorte d'attente, pour avoir un cliffhanger absolument de malade à la fin de ce tome, pour créer une attente. Pourquoi? Parce que plus tard, quand tu achèteras ce tome et que tu le liras, tu te diras « Oh, ça finit comme ça, c'est complètement dingue, il faut absolument que j'aille acheter mon tome suivant. » Bah oui, parce que on va pas se mentir, hein, il y a quand même un petit aspect pécunier là-dedans. Donc ce chapitre 1130, je vous l'avais annoncé il y a 4 semaines, eh bien était tout simplement une base pour créer un truc absolument de dingue. Et maintenant, oui, alors oui, j'ai la patate, hein, parce que là, je carbure au café comme d'habitude. Ce qui se passe, c'est que toute la construction qu'on a eue en amont, c'était pour nous perdre et nous rendre ce chapitre absolument dingue. Parce que, entre nous, on va en parler tout à l'heure, hein, on parlera parce qu'on va prendre le chapitre page par page. Mais je ne peux m'empêcher de parler de la dernière page où on a justement Elbaf. C'est arrivé d'Elbaf où... alors, c'est même pas une arrivée parce que c'est comme ça, normalement, qu'on aurait dû l'avoir et je pense qu'elle aurait eu moins d'impact. C'est-à-dire que c'est tel qu'a été construit le chapitre, on est toujours dans des sortes d'endroits vachement clos. C'est une construction qu'il y a au niveau de ce chapitre pour après arriver sur une page finale où là, on a toute la grandeur de l'île et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de narration, de mise en scène qui a été fait pour que cette double page soit sublimée. Cette double page qu'on a ici, ce qu'on ressent dessus, c'est un travail qu'a fait Eiichiro Oda depuis
3 chapitres. C'est-à-dire que si on avait eu une construction normale d'arc, c'est-à-dire que on a la fin de Egghead, ils prennent le bateau, tous les Mugiwara sont sur le bateau, ils arrivent à Egghead, ils sont là, et là on voit le bateau qui arrive, avec après, justement en arrière, on voit la caméra qui recule, oui je suis encore, je pense un petit peu d'un point de vue aussi animation, et on a le bateau qui est comme ça, avec l'arrière Elbaf, eh bien il y aurait eu moins de, comment ça s'appelle, d'impact au niveau de Elbaf, parce que on aurait été prévenu qu'on arrivait sur Elbaf et donc notre imagination serait déjà prête. Alors que là, tous les chapitres qu'on a avant, on est dans des endroits clos. Donc tout se referme sur nous, lecteurs, et on a envie de cette respiration. Et c'est justement là où quand on arrive dans cette double page qui est absolument grandiose, eh bien on est abasourdi par le gigantisme de Erbaf. Ça aussi, on en revient à la fin avec la traduction de Glénat qui n'est pas une erreur. Parce que oui, encore une fois, je fais les critiques analyses le lundi parce que je me base sur la traduction officielle pour faire mes théories. L'autre chose aussi qui est vraiment excellent et que beaucoup de personnes se posaient la question, c'est de savoir pourquoi ce sont ces Nakama qui ont été pris et qui ont été dans le château en Lego. La chose le postulat qu'on était parti, c'est que c'était les premières personnes de East Blue. Sauf qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans, c'est tout simplement le petit Chopper qui lui est à partir de Grand Line. On voit que les Nakama qui ont été enlevés dans un but narratif. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et ça, je l'ai trouvé, pour ceux qui l'avaient vu, directement en live, quand j'avais fait la réaction live. On va commencer par une page sur les Mugiwara qui sont sur le bateau. On rappelle qu'au précédent chapitre, on a Luffy qui explose le mur pour se retrouver quelque part et on ne sait pas encore où ils sont. Donc on a les Mugiwara et là ils nous disent ok bon là on va arrêter de les chercher parce que petit 1 on n'a plus de bouffe, on n'a plus de quoi à boire. On remarque aussi que les Mugiwara ont une nouvelle tenue. Le Franky est absolument dingue avec sa veste en cuir et son chapeau. Petite référence je pense aussi au niveau de ce qu'il y avait au niveau de Strong World. Regardez la Robin, je ne sais pas pour vous mais Robin au niveau de sa tenue ça me fait penser au logo de Fox. Je ne sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires. Et le Jinbei, toujours pareil, avec ses coquillages. Ça, c'est vraiment sympa. Et après, on a le petit Brook, qui est toujours dans sa tenue classique, avec son chapeau, son petit foulard et sa veste. Donc, ce qui se passe, c'est que on est sur le fait qu'ils attendent, qu'ils savent pas où sont les Mugiwara, et donc, qu'ils décident de ne plus les rechercher et d'aller directement à Elbaf. Et c'est là où ça commence à devenir dingue, c'est qu'on pense, bien sûr, après, au niveau de la suite, d'avoir la suite sur le bateau, et là, bam, on passe directement sur le monde d'Elbaf. Et quand je fais ma réaction live, je ne pense pas que c'est le monde d'Elbaf, parce que, encore une fois, Ishiroda essaye de nous tromper, de nous tromper. C'est-à-dire que ici, on a le château qui est la reproduction même du château qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire que on reprend un petit peu les théories qu'on avait fait en amont, c'est-à-dire que la personne qui est Rhodes, qui est à l'intérieur, a recréé un monde à l'identique de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que le château de Lego est une construction du château qui est présent ici. Et là, on a un arbre, on a une montagne qui est juste devant au premier plan, et on voit que le château est tout seul. Donc, encore une fois, au niveau de cette construction, au niveau de ce qu'on a là, on voit que le château est présent au premier plan, on a un arbre qui est derrière, et dans nos souvenirs, l'arbre d'Yggdrasil est un arbre qui est totalement gigantesque. Et là, même si l'arbre semble gigantesque, il n'est pas aussi grand que celui d'Yggdrasil. Et à partir de là, Ishiroda, à travers cette case, c'est-à-dire qu'on n'a pas une double case, on est encore sur de la page simple, il vient nous mettre le doute de nous dire, ok, on est en extérieur, mais l'extérieur n'est pas immense. Parce que si vous analysez bien cette case, on voit qu'il y a le château au premier plan, l'arbre au deuxième plan,
effectivement, il y a de la neige, mais il n'y a absolument rien derrière. On a l'impression que c'est une île derrière qui est vide, une petite île qui est carrément isolée, parce que derrière, on n'a pas d'autres chaînes de montagnes, on n'a pas d'autres arbres derrière, et là, on voit qu'il y a les branches, et on a l'impression que c'est directement son feuillage, voire même que c'est seulement une couche nuageuse. Donc, on est encore une fois dans ce rapport de taille qui est certes grand, mais pas immense, démesuré, comme nous on se l'est imaginé à travers justement les flashbacks qu'on a eu ou les éléments qu'on avait eu au niveau de Shanks, où on voyait des montagnes et on voyait le début d'un tronc qui montait à une altitude absolument dingue, et là on commence déjà à voir les troncs et de voir les branches, donc on se dit non, ça ne peut pas être Yggdrasil. Là on a un pont qui est présent et on a l'élément déterminant, c'est-à-dire que là on a deux géants qui arrivent et ce sont les géants qui font partie de l'équipage de Ashruddin, c'est-à-dire qu'on a Gerd et on a Goldberg qui est le cuisinier, Gerd qui est le médecin de bord et Rhodes qui est justement le navigateur. Justement on voit qu'il commence à y avoir une animosité entre Gerd et Rhodes, parce que Gerd déteste Rhodes parce qu'il est complètement débile. D'ailleurs il y a un truc qui est vraiment très très bon, et là on a une première introduction narrative au niveau de Loki, c'est-à-dire que je le déteste, plutôt que Loki, c'est lui qu'il faudrait surnommer la honte d'Elbaf. Donc déjà, on sait que Loki, c'est lui qui est la honte d'Elbaf. Pourquoi il est la honte? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Elle a une chouette qui est le système pour envoyer des messages au niveau de la mythologie nordique. Et là, Goldberg dit que c'est simple, s'il fait partie de l'équipage, c'est parce que c'est un navigateur hors pair. Est-ce que Rhodes à un moment va être viré de l'équipage parce que avec ce qui va se passer au niveau de One Piece, ou par rapport à travers Nami va peut-être donner des astuces de navigation à d'autres personnes, et il y a une personne dans les géants qui va se révéler avoir un don inné pour la navigation et va pouvoir prendre la place justement de Rhodes. Après on a les géants qui passent juste à côté de l'équipage des Mugiwara, et encore une fois là ici on a une mise en exposition où on a les géants qui sont en train de parler entre eux. Nous, comme les Mugiwara, on est spectateurs de la scène, et là on apprend que Jarl est toujours présent. Alors pour ceux qui ne se rappelaient pas, Jarl était le géant qui était encore présent il y a plusieurs années au niveau du flashback de Big Mom, et d'après les calculs qu'on pourrait faire, il a plus de 400 ans. Encore une fois, on a ici la longévité des géants. Là, je fais une parenthèse justement par rapport, encore une fois, je fais beaucoup de parenthèses par rapport à des domaines que je connais. C'est Warhammer 40 000. Et au niveau de Warhammer 40 000, il y a les Space Wolves. Et les Space Wolves, c'est beaucoup des personnes qui vont raconter les histoires de façon orale, et il y a un Dreadnought qui est celui à la main sanglante, et il s'avère que lui, c'est l'un des derniers survivants de personnes qui étaient présentes pendant que Leman Russ, le Primarque, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans, était présent et raconte parfois des histoires qui se passaient à l'époque. Et là, on peut imaginer par rapport à ça que vu qu'ils ont une longévité qui garde 400 ans, en vérité le siècle oublié c'est il y a 800 ans, donc lui il fait peut-être partie de la deuxième ou la troisième génération de personnes qui peuvent raconter ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Pourquoi je parle de ça? Parce que peut-être qu'à la fin, en plus on sait que par rapport à Disoro, qui est le géant qui a ramené tous les trucs, tous les livres qui ont été sauvés d'Ohara, et donc qu'ils ont une connaissance là-bas, on peut que imaginer lors du banquet final justement de l'arc Elbaf, et bien qu'il y ait un géant qui parle à Robin et qui raconte l'histoire du siècle oublié. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps que l'histoire est racontée, il y a des choses qui sont enjolivées, il y a des choses qui sont déformées, mais on peut imaginer qu'on ait des informations hyper importantes, surtout par rapport à Joy Boy et aussi par rapport à Nika. On arrive sur la page où on a le pont qui est vraiment immense. On voit en contrebas des loups, les loups qui font partie justement de la mythologie
nordiques. Les loups qui font par rapport à la neige penser à ceux qui étaient au niveau de Impel Down. Par contre, c'est pas du tout la même taille parce que là, on voit que ce sont des loups géants. Loups qu'on peut prendre de côté par rapport à la langue qu'ils ont, parce que les loups ont toujours la langue qui est tirée de côté. C'est un dessin que fait souvent Eiichiro Oda. Et ça, on pourra en parler plus tard par rapport au fruit du démon qui est lié à la famille royale d'Elbaf. Et la chose qui est surtout très importante, c'est que Luffy demande justement aux autres, c'est-à-dire que Zoro dit t'as un problème Luffy, et là Luffy on voit qu'il est sérieux parce qu'il dit vous ne sentez rien, il y a comme de l'électricité dans l'air. Il dit aussi qu'il sent quelque chose et il dit que c'est la personne à l'origine du hurlement qu'on a entendu dans le pays des blocs, enfin je crois. C'est-à-dire que ici il y a une créature qui est autre part, on ne sait pas encore qui à ce moment-là, et qui a une puissance telle qu'il arrive à attirer l'intention de Luffy, et surtout que son hurlement est si puissant qu'il l'a entendu quand il était dans le monde des blocs qui étaient à l'intérieur. Encore une fois, j'adore aussi ce que fait Eiichiro Oda, c'est-à-dire que là, il y a un moment de tension, mais Eiichiro Oda place toujours un petit moment comique, c'est-à-dire que là, il y a Zoro qui aimerait peut-être bien aller avec Luffy, et là, Sanji il dit non, lui, il reste aussi ici, il est interdit de forêt à tout jamais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Zoro est quelqu'un qui se perd, et dans les forêts, on va absolument jamais le retrouver. Mais encore une fois, ça sert à quoi cette case ? À part mettre de l'humour pour venir défaire la tension qui commence à être créée vers Luffy, c'est-à-dire et Eiichiro Oda, à travers bien sûr Luffy, est en train de nous mettre en place une tension. Il est surtout en train de trouver une excuse pour qu'il y ait un 1v1 entre Luffy et la personne qui est en contrebas. Et ça, encore une fois, j'aime beaucoup quand Eiichiro Oda met en place ici des actions narratives. Là, à partir de ce moment-là, ils sont en train de partir sur le pan et bam, on repasse sur l'équipage. Et c'est ça qui est fou dans ce que fait Eiichiro Oda. Parce que ce que l'on a là, c'est quelque chose qui se passe 3 secondes après la première page. Eiichiro Oda, à travers la construction de ce chapitre, crée une tension. Parce que la première page, c'est ok, on abandonne les Mugiwara, ils peuvent se débrouiller, maintenant on va à Elbaf. Et la page d'après, on aurait pu avoir les primes justement de Dory et Brogy et l'explication de l'élément narratif avec Vivi qu'on va revenir tout à l'heure. Non, Eiichiro Oda, ce qu'il a fait, c'est qu'il fait première page Mugiwara, deuxième page Luffy et les autres, et après on repasse. Il joue avec le sens de narration dans la continuité pour que notre cerveau perde les informations et soit encore plus surpris. Toute la construction de ce chapitre est seulement pour nous en foutre plein la bouche, nous donner un double effet kiss cool à la fin avec Loki et avec Elbaf, les 2 doubles pages qui sont absolument incroyables. Là ici, on a quoi ? On a tout simplement Dory et Brogy qui sont annoncés par le journal. Il est annoncé que ce sont eux qui se sont réveillés de leur inaction depuis 100 ans et après, ils ont une prime de 1,8 milliard de berry. Cependant, ici, l'explication qui avait été donnée dans l'autre traduction que j'ai fait pendant la réaction live, c'est par rapport à l'inflation. C'est comme ça qu'a été montré. Le système d'inflation n'est pas mis dans la traduction officielle. Robin explique juste que en 100 ans, il y a une évolution des primes et de ce qu'elles représentent. Et en un sens, là, vous me direz, qui fait, comme j'ai dit, le journal, c'est Morgan. Mais qui fait les primes, c'est le gouvernement mondial. Et c'est ce qu'ils avaient justement voulu faire, c'est-à-dire mettre la faute sur les Mugiwara et l'équipage des géants. Parce que l'équipage des géants, ce sont des ennemis. Et en mettant une prime de 1,8 milliard de berry, ce n'est pas pour montrer la puissance physique des géants, mais la dangerosité d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détruit un savant qui allait apporter des choses au monde. Donc les géants ont, et à travers ça, l'empereur Luffy a détruit le futur progrès qui allait améliorer l'état des humains dans le monde de One Piece. Et aussi, ils ont détruit un pays parce qu'ils ont mis à feu et à sang Egghead, et la marine était là-bas pour protéger les civils innocents
qui étaient justement les scientifiques. Encore une fois, on voit que l'information, et ça c'est quelque chose qu'on a énormément, qui est détournée. On se rappelle de l'une des actions les plus emblématiques à ce niveau-là, c'est tout simplement Alabasta, où Smoker avait été promu parce que dans le journal, c'était lui qui avait sauvé Alabasta et non pas les pirates. Encore une fois, il y a un double jeu au niveau de l'information. Et ça, c'était déjà la première chose qui était excellente. Mais la deuxième chose, c'est tout simplement la croix qu'il y a au niveau du bras de Luffy qui est en mode Gear 5. Et ça, avec du recul, la théorie que j'ai émise durant la réaction live est la plus plausible. C'est-à-dire que c'est Vivi qui a fait la croix. Alors, elle n'a pas trouvé le journal qui allait être envoyé au, comment ça s'appelle, au navire des géants. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où il allait être imprimé, il y a toujours une version alpha, bêta du journal qui après passe à la presse et sert de base pour les autres. Et donc je pense que Vivi, elle a fait une croix pour que justement ça soit montré. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que Eiichiro Oda, ici, vient faire un jeu avec nous lecteurs. C'est-à-dire que, comme l'équipage, il y a ceux qui ont lu One Piece, il y a ceux qui ont grandi One Piece, et il y a ceux qui ont pris One Piece en cours de route. Il y a ceux qui n'ont pas lu ce qui s'est passé avant et qui l'ont pris en cours de route. Ça, on l'a vu justement avec des flashbacks récapitulatifs qu'il y a au niveau de la rêverie. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui, comme les Mugiwara qui sont à Elbaf, ont vécu Alabasta, eh bien, reconnaissent la forme de la croix, l'emplacement de la croix, et donc on en déduit que c'est un message de Vivi pour dire « Je suis toujours vivant, et si vous voulez me récupérer, eh bien, je suis à l'endroit où sont produits les journaux, je suis à l'endroit avec la personne qui écrit le journal, c'est-à-dire tout simplement Morgan. Robin, elle joue le rôle de ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas spécialement de souvenirs, c'est-à-dire qu'elle, on sait qu'elle était cachée au moment où il y avait la croix, donc elle a vu la croix, mais elle ne connaît pas la signification de la croix. C'est-à-dire que si les Mugiwara avaient été présents tous sur le bateau et auraient vu ça, ils auraient dit « Punaise, Vivi est en danger, avant d'aller à Elbaf, on va aller sauver Vivi. » Et donc, l'arc d'Elbaf aurait été décalé. Sauf que là, ici, on a Franky, on a Brook, on a Jinbei, qui eux ne connaissent pas la signification. On a Robin qui, elle, sait qu'elle a déjà vu ça quelque part, mais ne se rappelle pas ce que c'est. Et donc, ils ne peuvent pas dire aux géants, il y a un problème. Donc, ils vont aller à Elbaf. Et c'est seulement qu'à un moment plus tard, où ils vont faire voir à Luffy l'image, que Luffy, bien sûr, lui, il va rien capter. Mais on peut imaginer que Sanji et tout simplement Nami, eux, vont percuter. Et donc, après, on va avoir un élément, un petit arc rapide où ils vont aller chercher Vivi et Vivi va raconter justement ce qui s'est passé au niveau de la rêverie. Et autre chose aussi que j'aime beaucoup, et on a peut-être l'introduction de quelque chose qu'on cherchait énormément pendant l'arc de Egghead, c'est tout simplement cette relation entre Franky et Lilith, parce que là, Lilith, on voit, alors comme ça, Luffy m'a tué, la ferme, tu sais très bien qu'il a tout fait pour te protéger, et on voit qu'il y a une bonne relation entre eux, et je trouve ça vraiment excellent, parce que encore une fois, Franky a besoin d'un bon power-up. On apprend un truc absolument de taré. Premièrement, on apprend que Ashruddin est un fils légitime du roi d'Elbaf. Et s'il n'a pas pu venir, c'est parce qu'il y avait un problème justement au niveau d'Elbaf et de Loki. L'autre chose, c'est qu'on comprend pourquoi Loki, il est méchant. C'est tout simplement parce qu'il a tué le roi. Et il faut savoir que au niveau de la temporalité, au niveau de l'âge, Ashruddin est plus vieux que Loki. Et on sait que dans le chapitre 710, quand on a l'introduction d'Ashruddin, il dit « Je dois être celui qui possède le fruit du démon, le Mera Mera no Mi, pour pouvoir aller retourner sur Elbaf et devenir le roi des géants. » C'est-à-dire que avoir le fruit du démon est une condition sine qua non à être justement le roi. La question maintenant à se poser, c'est que le fruit du démon est transmis de famille en famille. Il y a deux possibilités à ça par rapport au fruit du démon. Est-ce que c'est un fruit du démon qui est hyper important, qui peut causer la chute de Elbaf et qui serait en un sens le Ragnarok?
Est-ce que ce fruit est tellement dangereux qu'il est seulement transmis, mais qu'il n'est pas mangé? Parce que, encore une fois, quand un fruit du démon est mangé, que la personne meurt, le fruit du démon part et va se réincarner autre part. Est-ce que les géants, vu qu'ils ont des connaissances par rapport au siècle oublié, savent comment prendre l'essence du fruit du démon une fois que le possesseur est mort? Ça, c'est la première chose. S'ils peuvent faire ça, ils peuvent se transmettre et ils peuvent se manger le fruit. Deuxième chose, ça n'est pas du tout le cas. Et comme le fruit est un danger, il est comme une sorte de symbole de la puissance du roi. Et donc, il est transmis, mais il est interdit d'être mangé. Et là, on apprend que Loki a mangé ce fruit. Donc, vu qu'il a mangé ce fruit, il devient sine qua non le roi d'Elbaf. Et donc, c'est pour ça que Ashruddin devait avoir un fruit et étant le fils le plus vieux, devenait ainsi légitime à devenir le nouveau roi d'Elbaf. Parce que Loki, vu qu'il a tué le roi, il n'est pas légitime à devenir le roi. Alors maintenant, l'autre chose qu'on peut voir par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que si ils ont la technologie pour pouvoir prendre un fruit du démon une fois que le possesseur est mort, pourquoi n'ont-ils pas tué Loki pour récupérer le fruit et le donner justement à Ashruddin ou à une autre personne digne d'être le roi? Encore une fois, énormément de questions sur ce chapitre. Et l'autre question, c'est quel est ce fruit du démon? Alors, le fruit du démon, on va pas vraiment faire énormément de théories dessus. Il y en a beaucoup qui pensent, parce qu'on me l'a dit énormément durant la convention de la Médinasia, beaucoup pensent que c'est Fenris. Fenris par rapport au loup qu'on a vu. Là, on voit que justement Loki, on a la double page avec la langue qui pend, qui fait penser justement au loup, comment ils sont dessinés au niveau de Eiichiroda. Donc, il aurait le fruit du démon de Fenrir, tout simplement, loup qui va détruire justement pendant le Ragnarok le monde de Midgard. Moi, personnellement, je pense que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que on dit que c'est le dieu soleil. On sait que le dieu soleil, c'est Nika. Et on sait que les géants savent que c'est Nika, parce que les deux géants, qui sont Dori et Broggy, l'ont reconnu quand il s'est transformé au niveau de Egghead. Cependant, on peut imaginer qu'il y ait un autre fruit du démon, et je ne sais pas si vous voyez au niveau de la cape qu'a, et là je viens juste de remarquer, la cape qu'a Loki, on voit que ça fait comme des morceaux de flammes, comme des ondulations, des formes de flammes qu'on peut retrouver au niveau du Mera Mera no Mi. Est-ce que le fruit du démon qu'il a mangé serait le démon, enfin serait le fruit du démon du dieu qui représente le soleil dans la mythologie nordique? Donc on a fait des recherches justement pendant le trajet, pendant que je conduisais pour revenir. Il y a aussi une chose qu'on a vue, c'est qu'on sait que Eiichiro Oda adore énormément tout ce qui est fait au niveau de Marvel, tout ce qui est fait au niveau du MCU. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un clin d'œil entre le Loki qu'on a ici, son introduction dans ce chapitre 1130, et le Loki déviant dans justement la série Loki, qui est le déviant 1130? Coïncidence? Je ne pense pas. Et donc, ça m'a fait penser au film Thor 3, quand il y a la fin du Ragnarok, et le Ragnarok, la destruction du monde, le dieu justement des flammes, le dieu de la destruction, c'est Surtur. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on voit une épée absolument de malade, et on peut imaginer que lui, avec son fruit, puisse se transformer en géant absolument incroyable, prenne l'épée et détruise avec le feu tout simplement le monde de Elbaf. Et surtout, ce qui est absolument dingue, c'est l'introduction. Alors encore une fois, pour l'instant, là, il est enchaîné quelque part. On ne sait pas que c'est l'arbre d'Yggdrasil. On peut penser que c'est un rocher. Encore une fois, tout est vachement réduit. C'est pour ça aussi qu'il y a cette impression de gigantisme au niveau de One Piece. Encore une fois, là, on va faire une analyse au niveau du dessin d'Eiichiro, c'est-à-dire qu'on a une première chaîne immense qui est au premier plan. On a Luffy qui marche d'un point de vue badass qui est absolument dingue, et on a une caméra
qui est au niveau du sol. On a les 2 pieds de justement Loki et on a toute cette grandeur de Loki qui reprend un petit peu l'introduction qu'on avait eu au niveau de Kaido où on était en dessous de l'échelle des humains, c'est-à-dire qu'on était en contre-plongée derrière les supernovas et on avait toute la démesure et toute la grandeur et toute la puissance de Kaido et de la manière dont il est enchaîné comme Kid au niveau de Wano Kuni, de Onigashima, où il était justement en prison. Et il n'y a pas la même sensation de puissance. Pourquoi? Tel que c'est dessiné, on a une caméra qui est en hauteur, qui vient réduire toute la prestance de Kid, qui vient mettre en place la façon dont il est diminué. Même dans la manière dont il est dessiné, il est tout affaibli, alors que là, il est enchaîné. Donc comme il est enchaîné, il devrait être faible. Et encore une fois, on sous-entend que c'est tous les géants qui ont dû se mettre parce que lui, il est enchaîné. Et il a failli se délivrer. Et on peut imaginer qu'il est enchaîné depuis très longtemps. Parce que Ashruddin, quand il part, c'est justement parce que lui, il a bouffé le fruit du démon. Et donc ici, même s'il est en position de faiblesse, c'est-à-dire qu'il est enchaîné, tout le dessin, toute la mise en scène montre la grandeur du personnage. Et c'est ça qui est absolument dingue. Et là, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1v1, c'est-à-dire qu'on a Luffy contre Loki, et Loki, c'est le méchant. Pourquoi c'est le méchant? Parce qu'il faut savoir que juste avant, il y avait Shanks qui était sur Elbaf. Et s'il y avait eu un autre méchant qui était dangereux pour le peuple d'Elbaf, Shanks l'aurait maîtrisé. Là, ici, la menace, c'est Loki. La menace est maîtrisée. Donc Shanks n'a absolument rien à faire et Shanks peut partir. Et ce qui va se passer, c'est que ce débile de Luffy, et comme Loki, c'est aussi le dieu de la malice, eh bien, il va réussir à tromper Luffy pour que celui-ci le libère. Ou même, quand il va dire que c'est moi le dieu du soleil, et que Luffy va dire non, c'est moi Nika le dieu du soleil, il peut y avoir une sorte de confrontation, et c'est sûr et certain que durant la première confrontation, c'est Loki qui va gagner. Et donc, à travers cet arc, à quoi va servir l'arc d'Elbaf? L'arc d'Elbaf va servir à Luffy à maîtriser justement son pouvoir de dieu du soleil. Là, on arrive à la 2e page, et encore une fois, ce que je vous explique depuis le tout début, c'est-à-dire qu'on n'est que dans des endroits clos depuis le début cet arc Elbaf. Et là, c'est la première double page, c'est même le premier dessin qu'on a sur l'extérieur d'Elbaf. Et là, on prend conscience de ce qu'est le château, parce qu'on voit le château qui est tout en bas. On voit qu'il y a le pont qui monte jusqu'au central d'Yggdrasil, l'arbre, le tronc central, et après on voit tout tout l'arbre dans sa hauteur. On ne voit même pas le haut du château, enfin le haut de l'arbre, il peut y avoir des trucs au-dessus. On a l'épée dont je vous ai parlé tout à l'heure qui traverse, qui est plantée directement dans le tronc Yggdrasil. On a tous les canons, on voit que c'est un monde qui est guerrier, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi c'est le monde un petit peu où tout le temps ils font la guerre. C'est parce que ça, c'est tiré tout simplement les Vikings. Les Vikings, c'était pas tous des copains, c'était plusieurs tribus, et c'est le premier roi justement qui a réussi à tous les fédérer. Mais il faut savoir qu'une fois qu'il est mort, vu qu'il a eu tellement comme fils, et après ils ont continué à se faire la guerre, et que tout simplement les géants se font tout le temps la guerre, ils se tapent dessus, parce que c'est pour ça qu'ils vivent. C'est pour ça que Dory et Broggy, ils ont passé plusieurs années à se taper dessus comme des gros idiots. Bref, on a ici très important le nom de Elbaf qui est faite par la traduction officielle. Est-ce que c'est une erreur de Glénat? Non, ce n'est pas une erreur de Glénat, parce que là, je vais prendre ma petite fiche qui est juste à côté. Elbaf marqué E-L-B-A-P-H. Il y a seulement que la traduction officielle de l'anglaise, l'espagnole et l'indonésienne qui l'ont marqué avec cette véritable écriture. Donc ça fait 3 traductions sur les 8. Après, nous avons le portugais et le vietnamien qui ont mis Elbaf, E-L-B-A-F.
F. Le français, lui, a choisi de faire Airbaf. Encore une fois, c'est un choix de faire le L en R, parce qu'encore une fois, Zorro est tiré du personnage français qui est l'Olonais, et au début, Zorro, c'était l'Olonoa Zolo. Et en allemand, c'est Elban. Où je veux en venir justement ici. Parce qu'on m'a souvent dit, Elbaf, c'est quoi? C'est l'anagramme de Fable. C'est Fable à l'envers. Tout simplement. Et à partir de là, il y a toutes des théories et là, beaucoup de théories se cassent la gueule parce qu'on a le vrai nom avec PH. Si le nom avait eu énormément d'importance, c'est-à-dire que s'il y avait eu une symbolique vraiment réelle dans le nom Elbaf, E-L-B-A-P-H, Eiichiro Oda aurait donné l'information à la Shueisha que la traduction doit être comme ça. Je prends comme référence tout simplement Raftel. Raftel qui, au fur et à mesure du temps, à un moment, est devenu véritablement Loftel. Lof qui est justement le rire. Et on sait maintenant que le rire a énormément d'importance par rapport au dieu Nika. Et donc là, Eiichiro Oda a dit la véritable écriture de Raftel, c'est Loftel. Point barre. Vous l'écrivez comme ça, vous ne cassez pas les bonbons, vous me l'écrivez comme ça. Là, s'il y a une liberté en fonction de tout ce que les différents pays avec leur traduction officielle font, c'est parce que le nom en tant que tel a une signification pour donner un nom à quelque chose, mais n'a pas une signification par rapport à un élément narratif qui va nous arriver plus tard. Voilà. Donc, je fais ici un truc préliminaire parce que je sens que Glénat va encore se prendre un bashing absolument dingue. Il faut savoir que je ne suis pas payé par Glénat pour faire ça, mais encore une fois, il faut savoir soutenir. Voilà, tout simplement, ça c'est très important. Donc, on arrête ici la réaction live. Le rush fait plus de 40 minutes, mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.